Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ouais, donc on est là-dedans, tempête. Ce matin, on nous parle de blizzard avec le vent. Donc les aéroports, les écoles, les services d'urgence, tout y passe. Rien ne va plus. C'est la journée parfaite, Mario, pour faire du télétravail. D'ailleurs, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité hier tous les Montréalais et tous les gens qui ont affaire à Montréal à rester chez eux, finalement. Puis, tu parlais tout à l'heure là, des rues qui circulent moins et tout ça. Moi, je viens du Nord. Je viens de Laval. Je descends d'Iberville, qui est normalement 2 voies. Et sincèrement, là, une seule voie bien tassée. Et si j'avais rencontré quelqu'un à 3h30 du matin, là, Faut que tu ralentisses, tu choisisses l'endroit de rencontre. Mais encore là, où? Parce que toutes les voitures sont ensevelies. Parce que la pauvre ville de Montréal était pas très avancée dans l'opération chargement de la neige de jeudi. Là. C'est le moins qu'on puisse dire, Mario. Sincèrement, écoute, j'ai des chiffres ici. Là, ils disent l'île Bizarre, Sainte-Geneviève, c'est l'arrondissement qui a réussi la meilleure performance. Elle avait complété 50% de l'opération. Et ça, c'est la meilleure, à Montréal. Pierrefonds-Roxborough, un taux de 30%. Puis dans les pires, là, Antique-Cartierville, qui a eu l'extraordinaire idée de dire « Bon, on va remettre ça à lundi ». Fait qu'eux autres, il y avait juste zéro commencé. Il y avait zéro commencé dans Antique-Cartierville. Moi, ce qui me fait toujours un peu sourire, Ville-Marie et Plateau-Mont-Royal, La Salle, 1%. 1%. Ouais, Ville-Marie, c'est l'arrondissement. C'est le centre-ville, c'est l'arrondissement de la mairesse. Mais c'est tout le centre de la ville. Tout le centre de la ville. 1%. Dans tout le centre de la ville, la neige n'était pas ramassée du tout. Ouais. Depuis jeudi. 1%. Depuis jeudi. Parce que quand même vendredi, samedi, si tu t'y mets, tu devrais pouvoir en avoir chargé un peu en urgence, là. Tu sais, ça me fait penser à Pierre Bouc dans le temps, quand il était maire de Montréal, où il y avait une énorme bordée de neige, puis là, les températures s'étaient un petit peu réchauffées, puis il a dit « Oh, laissez ça fondre! » Et il y avait eu une énorme tempête de neige, et là, il s'était ramassé entre de la neige, de la glace, et c'était plus enlevable. Et si je me trompe pas, c'était pendant qu'il était dans un voyage en Chine. Non, ça se peut pas. Oui, la même. Ça se peut quelque chose. Je sais pas si on parle de la même, il y en a une, elle était dans un voyage en Chine, et à son retour, les journalistes qui n'avaient pas parlé depuis plusieurs jours étaient aux abois, là, de poser toutes leurs questions sur la neige. Et il avait reçu de la part, parce que les Chinois, Pierre Bourque est extrêmement populaire en Chine, très, 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 très respecté des autorités du gouvernement chinois. Puis à l'époque, il n'y avait pas les tensions actuelles entre le Canada et la Chine. Puis on lui avait donné une statue de jade, ou une sculpture, pas une statue, une sculpture de jade. Il s'était empressé de la présenter. Il disait aux journalistes, il était plus préoccupé de présenter cette sculpture de jade. Je suis gênée. J'espère que c'était un Bouddha puis il pouvait lui frotter le ventre en disant « Faut que la neige s'en aille, Finalement, ça avait été un épisode difficile de son passage à la mairie. Je peux-tu te raconter une petite anecdote de journaliste, là, qui est une petite inside de journaliste. Cette fois-là, justement, il y a un journaliste assez sérieux quand même qui est au journal télévisé. C'était pas à TVA, c'était pas à LCN. Et il met une clip de Pierre Bourque, justement, sur le ramassage de la neige dans son reportage. Ou sur le non-ramassage. À ce moment-là, c'était sur le ramassage. Donc, il se fait appeler dans le bureau et on lui demande « Coudonc, où est-ce que tu as pris ça? » Pierre Bourque est en Chine. Il a dit « Ah, j'ai pris celle de l'année passée, je savais qu'elle allait me dire la même chose. » OK. C'est plus risqué, ça. Donc, enfin, ceci dit, les opérations de neige se poursuivent à Montréal, de ramassage de neige, mais pour être franc avec toi, ça risque d'être vraiment compliqué. Quand je marchais ici là, pour rentrer ce matin, il y avait une chenille de prise sur le trottoir dans la neige. Alors, tu sais, ça va être une journée compliquée. Il y a une étape préliminaire. Il faut que toutes les personnes qui ont des voitures ensevelies le long des rues commencent par les sortir de là. Vont les mettre, je suppose qu'on va remplir les stationnements, idéalement les stationnements intérieurs, mais... il y a des places mises à disposition, mais tu sais, on parle de 7600 places de stationnement. Mais c'est pour ça que je comprends la ville de demander autant que possible aux gens qui sont de l'extérieur de la ville, de dire, venez pas à Montréal. Si vous n'avez pas un stationnement qui vous est réservé par votre employeur ou un lieu précis, venez pas à Montréal avec l'idée de stationner
sur le bord de la rue, là. Ouais, c'est peut-être le temps de laisser les équipes travailler, disons-le comme ça. Ouais, c'est peut-être la bonne chose à faire. Une autre affaire, évidemment, c'est les vols. Hein? Il y a eu énormément d'annulations de vols, là, presque à peu près plus d'une centaine environ, à l'aéroport Montréal-Trudeau. Sunwing, Air Canada ont dit vous pensez aller passer la tempête dans le sud? Ben, il n'y en est pas question, on ne décollera pas. Puis je pense qu'avec les vents qu'on avait, là, on peut comprendre ça. Ouais, là, ce matin, j'ai l'impression que peut-être qu'il n'y aura plus d'annulation aujourd'hui. La météo permet de circuler, mais probablement des retards parce que, tu sais, l'aviation, c'est quand l'avion arrive en retard, souvent il repart en retard. Donc, je pense que si vous avez des vols encore aujourd'hui, il serait prudent de tout surveiller. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu donc cette carambolage majeur à Drummondville. Soulagement, c'est qu'il n'y a pas de blessés graves. Ben, au moins, là. Mais, tu sais, quand tu combines les vents avec, comme tu le parlais tout à l'heure, là, Isabelle, là, des gens qui te dépassaient à 110 km/h une journée de tempête et de blizzard, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui prennent le clos. Généralement, la Sûreté du Québec fait un bilan de toutes ces fins de semaine-là ou de tous ces événements-là, donc on va suivre ça de près. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont pris le contrôle rapidement. Rapidement, il y avait les pompiers. Rapidement, il y avait des autobus de secours. Là. J'ai trouvé que rapidement, la scène a été maîtrisée hier, là, vraiment. Ouais, parce que les autobus, il faut que tu sortes les gens faut que tu sortes les gens de là. Avant de sortir la tôle, il faut que tu commences par amener les gens qui peuvent décider des enfants, le froid. Puis gérer le trafic aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est brillant dans ces situations-là. Et pas faire comme il s'était produit il y a quelques années sur l'autoroute 13 où les gens avaient dû attendre. Ils avaient envie d'aller aux toilettes puis étaient prisonniers de leur véhicule. Puis la neige s'était accumulée plus haut que les portes n'étaient plus capables d'ouvrir les portes. Te souviens-tu pour quelle raison? Le superviseur était parti. Je pense que c'était François-Philippe Champagne qui était à l'étranger à ce moment-là, puis qu'il avait dû revenir, mais c'était un conducteur de camion qui était resté pris dans la montée et il refusait de se faire remorquer. C'est vrai. Parce que c'est lui qui devait payer le remorquage. Alors, il a dit non, c'est au MTQ de faire sa job. Puis les policiers ont accepté ça, plutôt que de le faire remorquer de force, de dire regarde, là, je me souviens. Tout le monde avait attendu à cause de ça. Bon, gros dossier de notre bureau d'enquête là, sur le crime organisé, entre autres sur les cartels mexicains. C'est depuis vendredi, là, facilement, Félix Séguin qui s'est rendu au Mexique pour faire un peu le portrait des cartels mexicains. Il s'est rendu dans des endroits, ma foi, extrêmement dangereux. Les journalistes sur place parlent de zone de guerre, carrément. Et je ne sais pas si tu as vu les images, mais à un moment donné, je sais pas avec quelle arme ils tirent, mais on dirait carrément des armes militaires. Ça tire dans le ciel des automatiques qui doivent, je sais pas moi, 300, 400 balles à la minute. Tu sais, un son, là... absolument incroyable. Tu ne te penserais pas dans une petite ville du Mexique à ce moment-là, tellement que c'est violent comme endroit. Et quand même, ça arrive à un moment pertinent parce que c'est une des questions que Donald Trump pose, là, jusqu'à quel point les cartels mexicains se sont installés au Canada. Puis là, on voit quand même dans les reportages qu'il y a une présence là, des cartels mexicains qui, au cours des dernières années, se sont mis des poteaux. Chez nous, des alliés, des poteaux, travaillent dans certains cas avec d'autres groupes locaux comme les Hells Angels en collaboration, infiltrent l'économie légale, ce qui devient toujours un but du crime organisé quand ils ont bien de l'argent à investir. Ouais, c'est toute une série de reportages. Ce qu'on apprend aujourd'hui, puis là, peut-être qu'il va y avoir plus de monde justement à la maison et tout ça. Excellente lecture pour s'informer sur le crime organisé. Il y a toute une série d'articles disponibles sur le journal de Montréal.com. On apprend entre autres qu'il y a plus de 600 entreprises québécoises qui servent au crime organisé. Et là, on parle bien d'entreprises, donc ce qu'on appelle l'économie légale. Des entreprises avec pignon sur rue, puis incorporées, puis... Absolument, absolument. Puis la GRC est quand même assez proactive dans ses enquêtes et tout ça. D'ailleurs, il y a un géant de l'alimentation qui commençait à être infiltré par les groupes criminalisés. Alors la GRC, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée taper sur l'épaule des dirigeants, puis elle a dit « Venez donc nous rencontrer ici à Montréal ». Donc les dirigeants s'en viennent, ils jasent. La GRC dit « Écoutez, on pense que lui, puis là, ils sortent une série de noms. On pense qu'ils sont infiltrés. On a détecté, on a entendu des conversations, épiées des conversations téléphoniques qui nous laissent croire que, tu sais, ils parlent d'un compte
conteneurs qui arrivent du Maroc à Montréal et tout ça. Donc, vous êtes peut-être en train d'être infiltré par le crime organisé, ce qui a permis justement aux dirigeants d'entreprise, de cette entreprise-là, de prendre des actions, de se protéger, puis d'embaucher une firme spécialisée et tout ça, un peu en catimini, pour être capable de débusquer tous ces gens-là. Mais le secteur industriel qui est le plus atteint, disons, le plus infiltré, c'est les services d'hébergement et de restauration. On parle quand même de 162 entreprises juste là-dedans. Commerce de détail, construction qui était la commission Charbonneau. Mais, hôtel, restaurant, construction, on n'est pas si surpris, là. On n'est pas si surpris, effectivement. C'est plus facile de faire disparaître un 2 par 4. Ouais. Bon, c'est loin d'être fini, l'histoire des enseignants de Bedford. Ben oui, c'est la presse qui nous apprend ça aujourd'hui. Alors, on sait que toute cette polémique-là, les 11 enseignants de l'école Bedford là, qui suivaient pas vraiment le parcours, le cursus scolaire et tout ça, et qu'en plus de ça, bon, il y aurait tout un aspect religieux dans leur approche qui était loin de la pédagogie moderne, loin, oui, absolument, puis loin de la laïcité demandée. Donc, les 11 enseignants ont été suspendus par le ministre Drainville lui-même. Mais qui dit suspension ne dit pas renvoi. Donc, ces 11 enseignants-là sont à la maison en ce moment et la presse nous apprend que ils sont payés leur plein salaire en attendant les conclusions. J'ai vu ça ce matin, puis J'étais choquée. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui, ça me choque un peu, moi, mais j'ai été surtout étonné que... C'est comme si la presse découvrait comment ça fonctionne au Québec. C'est vrai que ça marche de même. Ça marche de même, là. Oui. Je veux dire, convention collective, tout ça est prévu. Je veux dire, moi, j'ai vu un congédiement là, de quelqu'un vraiment qui faisait plus sa job, qui avait toutes sortes de problèmes, mais dans un cégep, c'est une affaire de 5 ans, là. Congédier un employé, là, c'est une affaire de 4-5 ans. De démarches, de procédures, de syndicats, d'appels. Donc, je veux dire, là, ils sont sous enquête. Une enquête qui va durer très, très, très longtemps. Puis là, il n'est pas dit que leur syndicat va pas les défendre après. Alors, c'est comme... Les gens découvrent ça, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est qu'au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand des employés sont sous enquête, ils sont... à moins vraiment là, qu'ils soient soupçonnés par la police d'un acte criminel, là, tu sais, d'avoir... mais tout ce qui est... dans le cadre de tes fonctions, oublie ça, là, c'est suspendu avec solde, puis ça peut durer des mois. Ben, je suis désolé de te rappeler le cas de Mme Chantal, qui était soupçonnée, effectivement, d'avoir perpétré un acte criminel. Et, on sait ce qui est arrivé. Hein, elle a été réembauchée dans un autre centre de service scolaire. Ouais. Donc, bon, ça, c'est pas dit. Là. On continue de suivre Donald Trump. Malheureusement. Une grosse semaine encore pour lui. Mais ouais. Là, c'est la Russie. La Russie et l'Ukraine qui est au centre de la discussion. Oui, alors Donald Trump veut régler le problème en Arabie Saoudite. Donc, il va se rendre là et tout ça. Puis, lui, il se dit, sais-tu quoi, j'ai pas vraiment besoin des Européens là-dedans. Fait que, on va les tasser de là, on va les tasser du processus. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, évidemment, les pays européens sont pas très contents de ça, là. Donc, eux-mêmes vont se réunir aujourd'hui à Paris. Donc, un sommet parallèle pour parler de l'Ukraine parce que Trump parle de l'Ukraine sans eux. Exactement. Puis essayer, justement, de peut-être limiter les dégâts que Trump pourrait faire. Moi, j'ai envie de te rappeler comment Trump avait déjà réglé le conflit israélo-palestinien. Si tu te souviens, je te ramène dans son premier mandat où il avait dit... disons que je vais un peu stager tout ça, là, mais moi, je le vois bien arriver, dire, OK, c'est quoi le problème? Et on dit, c'est parce que Jérusalem, ils se disputent Jérusalem. Ils disent, pas de problème, on va déménager l'ambassade américaine à Jérusalem, le problème va être réglé. OK, maintenant, on peut s'entendre, vous signez la paix? Ça avait été un peu comme ça. On dirait qu'il veut faire la même chose. Ce qui circule, c'est qu'il y aurait, selon le président Zelensky, aurait offert à Zelensky une espèce d'entente ou de l'aider à obtenir la paix. Mais en échange que l'Ukraine donne, le chiffre qui sort, c'est la moitié de ses ressources naturelles aux États-Unis. Ouais. Oups. Je pense qu'il vénère Al Capone, hein? Il en a parlé sans arrêt. On est un peu là-dedans. On l'avait pas vu venir, celle-là. Le Canada, la Coupe des 4 Nations. Canada qui a perdu samedi soir, mais là, si on est pour aller dans la grande finale... En fait, c'est un match revanche contre les Américains, mais là, il y a une étape à passer, il faut gagner aujourd'hui. Surtout, moi, je trouve que la grande question là-dedans, c'est est-ce que l'hymne national canadien sera hué à Boston? À Boston. Ouais. Ça, c'est la grande question parce que, D'ailleurs, un match qui est à l'heure, parce qu'aujourd'hui, c'est jour férié aux États-Unis, c'est President's Day.
Le match est à 13h. Donc, on se comprend que c'est considération zéro pour le Canada, ou c'est pas un jour férié ici, mais là, peut-être que ça va le devenir au Québec à cause de la tempête. Il y a bien des gens qui vont être chez eux. Mais sinon, donc le match est à 13h, donc c'est basé sur le fait qu'aux États-Unis, on est en congé, donc on fait un match en après-midi, même si le pays qui joue est pas un jour férié du tout. On verra ce que ça donnera, en tout cas. Mais si le Canada... faut que le Canada gagne. Il faut que le Canada gagne en temps réglementaire. Là. S'il gagne en prolongation, c'est même pas assez. D'après toi, est-ce qu'on est encore une puissance mondiale du hockey? Ben, je pense que l'équipe américaine est un peu supérieure, mais oui, écoute, quand t'as McDavid, Crosby, ce que le Canada a pas, c'est un gardien, là. Je veux dire, samedi soir, pour moi, l'écart entre les deux équipes, c'est un match hyper serré, puis c'est juste un écart de gardien. Là. Bennington a laissé rentrer 2 buts qui n'auraient jamais dû rentrer. En fait, je sais pas pourquoi c'est lui, parce qu'il y a des statistiques à peu près équivalentes à Montembeault, mais Montembeault est avec une équipe pourrie, là. Fait qu'à mon avis, il a plus de mérite et plus... Fait que, on a l'impression que tout ce qui est francophone, tout ce qui est québécois, tout ce qui est francophone n'a même pas été considéré dans le bassin de recrutement. Fait qu'on est avec Bennington, mais il n'y a pas de... Il n'y a plus de Carey Price. Il n'y a plus au Canada de grands gardiens comme à une époque, alors que les États-Unis ont Haley Buck qui est spectaculaire. On commence à suivre les grandes remises de prix dans le cinéma qui conduisent aux Oscars ou qui donnent une idée de ce qui pourrait arriver aux Oscars. À chaque semaine, il y a des galas. À chaque fois, là, on se dit, il n'y a pas que les Golden Globes avant les Oscars qui sont dans 2 semaines, le 2 mars. En fin de semaine, c'était le British Academy Film Awards, ce qu'on appelle les BAFTA. Là. Vous voyez ça un peu partout. Donc, c'est à Londres. On récompense les meilleurs films, ceux qui se sont démarqués avec 4 statuettes. Conclave, le thriller papal, où on voit l'espèce de magouille, le jeu de pouvoir dans les élections du pape. 4 statuettes, même chose pour le brutaliste. Ce qui fait que Emilia Pérez, qui est dans l'eau chaude, on se rappelle que son actrice principale a fait plusieurs tweets islamophobes, entre autres, et ça a refait surface. On le sait que dans une campagne aux Oscars, tous les coups sont permis, au fait. Donc, tout le monde essaie de trouver des faux pas pour gagner son film. C'est une grosse campagne, là. Mais le film Emilia Pérez aura remporté quand même 2 trophées, celui du prix en meilleur film langue étrangère et meilleur second rôle pour Zoé Saldana. Zoé Saldana, d'ailleurs, qui est devenue un peu la tête d'affiche. Ils ont décidé de mettre Carla de côté comme elle a été pointée du doigt, cette actrice transgenre, puis mettre Zoé Saldana. Il y avait un petit peu d'hypocrisie, je trouve, là-dedans. Mais bref, ça pourrait... Mais là-bas, c'est ces 3 films-là. Tout tourne autour de ces 3 films-là. On en parle depuis le début, à chaque fois. Il y a Demi Moore aussi, qui aurait pu avoir une statuette. Là, elle a été devancée par Mickey Madison pour Anora. Anora aussi, c'est un thriller new-yorkais qui se démarque, mais c'est toujours conclave, brutaliste. Emilia Pérez. Ça se pourrait que ça lui coûte quand même le score du film de l'année avec tout ce qui se passe et le scandale autour.